Alors voilà l'exercice 25 à la page 178 dans le chapitre 6. Donc on va s'intéresser à Pluton qui a été découverte, qui a été découverte en 2005. Donc je vous laisse découvrir l'énoncé, vous pouvez mettre pause pour le relire. Voilà. Et on s'intéresse à Eris qui parcourt une orbite elliptique autour du Soleil avec une période de révolution TE de 557 années. Donc vous avez une petite image qui vous représente Eris, Dysnomia et l'orbite de Dysnomia. Elle n'apparaît pas ici, donc je pense que sur vos livres, elle doit peut-être apparaître. Donc on vous donne différentes informations sur les périodes de révolution des différents astres. Et première question, il va falloir énoncer la troisième loi de Kepler relative à la période de révolution d'une planète autour du Soleil dans le cas d'une orbite elliptique. Donc on vous la demande précisément. Donc là, le mieux, c'est quand même de dessiner l'ellipse qui représente la situation. Donc je vous rappelle que quand on représente une ellipse, il faut faire apparaître le foyer. Donc un des deux foyers sera suffisant. Ici, c'est qui tourne autour de quoi? La planète tourne autour du Soleil. Donc on a le Soleil qui est au niveau d'un des foyers, ça c'est la première loi de Kepler. Et il faut représenter la planète. Donc on ne sait pas encore de laquelle on parle ici, puisqu'il y en a plusieurs. On va représenter une planète qui tourne autour du Soleil. Et sa trajectoire est elliptique. Donc que dit la troisième loi de Kepler? Appliquée à l'orbite elliptique de cette planète autour du Soleil, elle dit que t au carré sur a cube, c'est une constante, que dans cette expression t, c'est la période de révolution de la planète autour du Soleil. Et A, c'est le demi-grand axe de l'ellipse. Donc là, c'est peut-être bien aussi de faire apparaître petit a sur votre tracé. Donc petit a, le demi-grand axe, c'est entre le centre de l'ellipse que je vais appeler O ici et le périgée que je vais appeler K par exemple. Donc la distance OK, la plus grande des distances depuis le centre, correspond au demi-grand axe. Question 2. L'orbite d'Eris se situe-t-elle au-delà ou en deçà de celle de Pluton? Donc en fait, on veut savoir comment est situé finalement AE par rapport à AP. Puisque c'est vrai que l'orbite, ici, il ne précise pas vraiment, c'est considéré comme une ellipse, donc on ne se limite pas au rayon du cercle, mais on parle bien de demi-grand axe. Donc justifié par un calcul littéral. Donc ça veut dire littéral, ça veut dire sans faire d'application numérique. Donc là, ce qu'il faut comparer, en fait, c'est comme on sait que le rapport de t carré sur a cube est une constante, il faut comparer les a de l'un au a de l'autre. Donc ça revient à comparer les périodes de révolution de Eris par rapport à la période de révolution de Pluton. Donc dans l'énoncé, Pluton, c'était 248 ans. On l'a encore juste devant nous, là. Et un peu plus haut, on avait la période d'Eris qui était de 557 années. Donc TE est supérieur à TP. Donc ça veut dire que finalement, si on fait
si on fait l'égalité, hein, que TE carré sur AE cube doit être égal à TP carré sur AP au cube, d'après la troisième loi de Newton, si c'est une constante, la constante sera la même pour tous les astres en révolution autour du Soleil. Donc je peux passer TP en dessous et AE au-dessus. Ça nous fait que TE sur TP au carré doit être égal à AE sur AP au cube. Et TE sur TP, si TE est plus grand que TP, ça nous donne quelque chose de supérieur à 1, au carré qui reste 1. 1 au carré, c'est encore égal à 1. Et donc, ça veut dire que AE cube est supérieur à AE cube, à AP cube, donc aussi que AE va être supérieur à AP. Et donc, le rayon de rotation, donc le demi-grand axe correspondant à Eris est plus important que celui correspondant à Pluton. Alors question 3 maintenant. Définir le référentiel qui va permettre d'étudier le mouvement de dysnomia autour d'Eris. Donc on a Eris qui était un satellite du Soleil, je vais l'appeler par son centre de gravité E, et autour de cet astre, on a dysnomia qui tourne. Donc là, je crois que l'orbite était circulaire, donc c'est un cercle. Hop. Et donc, si on veut étudier le mouvement de dysnomia, on va se placer dans le référentiel. Donc, hélicocentrique. Donc, par analogie au référentiel héliocentrique, qui était un référentiel qui tourne autour du Soleil. Le référentiel hélicocentrique, lui, ça va être un référentiel qui est centré au centre d'Eris et qui va pointer, donc il va avoir un repère qui pointe vers 3 étoiles fixes et dans lequel Eris a un mouvement de rotation sur lui-même, si jamais Eris tourne, et en tout cas dans lequel dysnomia tourne autour d'Eris. Donc par la suite, ce référentiel sera considéré comme galiléen. Ça nous met la puce à l'oreille pour les lois qu'on va pouvoir utiliser ensuite. Question 4. Établir maintenant l'expression du vecteur accélération du centre de gravité de dysnomia. Donc là, vous avez un petit schéma qui représente la situation. Un vecteur unitaire qui s'appelle UED et qui est représenté... Alors pour une fois, il est centrifuge, ce vecteur-là. Donc contrairement au vecteur qu'on avait appelé vecteur normal du vecteur du repère de Freinet, en fait c'est l'opposé de ce vecteur qu'on avait choisi. Et il faut donc établir une relation avec l'accélération. Donc là, ça doit faire tilt. L'accélération, c'est deuxième loi de Newton, au principe fondamental de la dynamique. Appliqué à qui? Donc le système, c'est dysnomia. Dans quel référentiel? Dans le référentiel qu'on vient de présenter tout à l'heure, hélicocentrique, supposé galiléen. Donc allons-y. Somme des forces, donc c'est la force gravitationnelle exercée par Eris sur dysnomia en vecteur qui est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps, c'est-à-dire à la masse de dysnomia. Donc là, je ne sais plus comment elle était appelée tout à l'heure, mais vous reprenez les notations de l'énoncé.
donc fois le vecteur accélération de qui? De dysnomia aussi. L'expression de la force gravitationnelle, c'est G, donc constante de gravitation universelle, fois la masse de Eris, fois la masse de dysnomia. Donc je garde ma même écriture, c'était peut-être pas celle-là, mais vous corrigerez. Divisé par la distance qui sépare les deux, donc ça devait être le rayon de déplacement de dysnomia autour d'Eris au carré, puisque c'était une trajectoire circulaire, c'est simplement un rayon ici. Et tout ça orienté suivant le vecteur, donc vecteur normal qu'on avait vu, c'est-à-dire qui va de D vers E. Or ici, le vecteur unitaire, UED, il va en sens inverse. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre un moins devant. Et ça, c'est égal à la masse de dysnomia fois l'accélération de dysnomia. Et donc ça nous donne que l'expression de l'accélération, on a juste à diviser par la masse de dysnomia. Et l'accélération de dysnomia, ce sera moins G fois la masse d'Eris divisé par le rayon de rotation fois le vecteur UED. Ensuite, petit b, préciser la direction et le sens de ce vecteur accélération. Donc direction donc la droite DE et sens de, donc non pas de E vers D comme le vecteur accélération, mais de D vers E. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose de centripète. Ensuite 5, montrer que la période de révolution de dysnomia, 5a, a pour expression celle-ci retrouver la troisième loi de Kepler. Donc là, on n'est plus très loin d'y arriver, hein, vous vous souvenez. C'est la démonstration du cours, donc vous pouvez aller regarder à nouveau la vidéo, sinon on va le faire rapidement. Donc on vient d'exprimer que l'accélération était uniquement centripète, et on sait que le vecteur accélération peut se décomposer en une accélération tangentielle et une accélération normale, avec une accélération tangentielle qui vaut d de v sur dt suivant le vecteur tangentiel, plus v carré sur r suivant le vecteur normal. Donc attention ici, le vecteur normal, on a dit que c'était moins le vecteur UED. Donc en fait, le premier terme, on sait qu'il est nul puisqu'il n'y a rien qui est tangentiel, c'est purement normal. Et l'autre terme, ce sera du moins. Donc la vitesse est constante, hein, du coup. Donc si on a une vitesse constante, on peut l'écrire par une lettre grand V. Donc ce sera moins V carré sur R, donc le rayon de rotation de dysnomia ici, fois le vecteur UED de l'énoncé. Donc ça, on égale à l'expression qu'on vient de trouver. Donc ça, c'était l'accélération de dysnomia, évidemment. Et donc, ça nous fait, le moins disparaît, ça nous fait que V carré sur RD égale G fois la masse d'Eris sur RD au carré. Donc, j'ai pu enlever le vecteur ED et les moins devant chaque terme. Donc ça me fait, donc on veut la période de révolution, donc ça me fait déjà que je simplifie par RD et je peux écrire que V au carré c'est GM de Eris sur RD. Ce que je sais aussi, c'est que la vitesse, c'est la distance parcourue par la planète quand elle fait un tour, c'est-à-dire 2π fois RD, sur le temps qu'elle met à parcourir ce tour, c'est-à-dire t, indiqué par la lettre D pour dysnomia.
Donc je peux remplacer dans l'expression en le mettant au carré, ce terme-là. Ça va faire 4 pi carré RD carré sur TD carré égale G M' sur RD. Je peux rassembler les RD. Donc ce qu'on va faire, c'est descendre tous les R de ce côté-là. Les périodes, on va les mettre là-haut, et puis tout le reste, on le mettra à droite. Donc il restera 4 pi carré. Divisé par GM, et ça je le laisse à gauche, ce sera égal à TD carré sur RD au cube. Et là, on retrouve la troisième loi de Kepler. Puisque on retrouve que dans le cas particulier d'un mouvement circulaire, on a bien TD carré, donc la période au carré, sur le rayon au cube, qui est égal à une constante, puisque tout ce terme-là, c'est constant. Et pourquoi que dans le cas circulaire? Puisque le rayon est assimilé au demi-grand axe d'une ellipse, petite a, dans le cas d'un mouvement elliptique. Alors 5b, déduire de l'expression qu'on vient de trouver, en fait, donc celle qui est écrite au-dessus, si jamais vous ne l'avez pas retrouvée par la deuxième loi de Newton, vous pouvez vous servir de celle qui est donnée. Donc celle de la masse ME, donc c'est-à-dire qu'il va falloir ressortir ME de l'expression. Donc si je reprends l'expression telle qu'elle était donnée, je la porte au carré, ça fait bien 4 pi carré fois RD au cube sur GME. Et donc on veut ME, donc la masse d'Eris, ça va être 4 pi RD cube sur G TD au carré. Calculer sa valeur, 4 pi fois, donc le rayon d'Eris, c'était 3,6, c'était même donné avec 3 chiffres, fois 10 puissance 7, porté au cube, divisé par, on n'oublie pas d'ouvrir la parenthèse, donc les 6,67 10 puissance moins 11 de la constante de gravitation universelle et les 1,3 fois 10 puissance 6. Donc ça, il faut convertir en secondes la période de révolution de dysnomia portée au carré. Et donc, ça fait une masse de 1,63 avec 3 chiffres significatifs fois 10 puissance 22 kg. Alors, question 6, on veut le rapport des masses d'Eris et de celle de Pluton. Donc, celle d'Eris, on vient de la calculer, c'est 1,63 10 puissance 22 kg. Celle de Pluton, c'était 1,3 fois 10 puissance 22 kg. Donc, c'est des masses qui sont quand même assez proches. On est à 1,24 de rapport. Donc, conséquence, la masse d'Eris est plus grande que celle de Pluton. Donc, si on n'a pas considéré que Eris pouvait être placé parmi les planètes du système solaire, ça veut dire que ça remet en cause le statut de Pluton, puisque Pluton est plus petit que Eris. Donc c'est pour ça on s'est débarrassé de Pluton comme planète du système solaire en la considérant plutôt comme une planète dite naine et plus une planète du système solaire. Donc Pluton est déclassé en planète naine car
de masse inférieure à celle d'Eris. Voilà, voilà. Bonne soirée.